Si on a l'impression que notre cerveau ne s'éteint jamais, ben cette exploration est exactement ce qu'il faut. Imaginons 2 secondes que notre cerveau fonctionne comme une alarme à incendie. Ouais, une alarme qui, logiquement, devrait sonner que s'il y a un danger de mort. Une vraie flamme dans le salon, quoi. Exactement. Mais le truc, c'est que pour beaucoup d'entre nous, cette alarme, elle hurle en bruit de fond du matin au soir. Elle va s'activer pour, je sais pas, un email professionnel reçu en retard. Ou une pensée stressante sur l'avenir, ou même juste quand on essaie de se poser 5 minutes sur le canapé. C'est ça. Et ce bruit de fond perpétuel, ça maintient notre système nerveux dans un état de saturation totale. On reste bloqué en mode survie. Et le plus important à comprendre ici, c'est que c'est pas un dysfonctionnement neurologique, c'est une surprotection. Le cerveau fait son job, hein, mais dans un monde qui demande plus ce niveau d'alerte. Et c'est là que ça devient intéressant pour notre sujet du jour. Face à cet épuisement, on a souvent envie de changer de vie, de faire ce qu'on appelle un saut quantique. Ouais, modifier sa réalité de façon drastique. Voilà. Mais ça finit souvent dans un mur. Donc aujourd'hui, on plonge dans les textes de Roy Martina sur les 4 niveaux de la conscience. Notre mission, c'est de comprendre comment aligner l'ego, l'âme, le cœur et l'essence divine pour arrêter de s'auto-saboter. Et on doit faire un petit rappel crucial avant d'aller plus loin. Les sources qu'on utilise proposent un modèle purement conceptuel et énergétique, hein. Oui, on est dans l'éducatif, c'est pas un avis médical ni une thérapie. Tout à fait. L'intérêt, c'est la grille de lecture. L'idée que notre vibration dicte notre réalité et que nos blocages viennent d'un conflit entre ces 4 fameux niveaux. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Le premier niveau, celui qui nous maintient dans notre réalité actuelle, c'est l'ego. C'est ça. Mais attention, la source définit pas l'ego comme de l'orgueil ou de la vanité. C'est littéralement le logiciel de survie du cerveau gauche. Un logiciel qui tourne en tâche de fond. Ouais. Et il est relié aux 3 chakras inférieurs. En gros, il gère notre ancrage dans la réalité en 3 dimensions. Et son seul but, c'est de scanner l'environnement en se demandant est-ce que c'est sûr ou est-ce que c'est dangereux. Attends, je t'arrête là-dessus parce que les 3 chakras inférieurs, la réalité en 3 dimensions, c'est des termes un peu flous parfois. Concrètement, ça veut dire quoi? Bah, la réalité en 3 dimensions, c'est le monde physique. L'espace, le temps linéaire, la matière. Et les chakras inférieurs, c'est nos centres de survie basiques d'action matérielle. D'accord, donc l'ego utilise ça pour nous garder en vie, physiquement. Exactement. Il crée une zone de confort hyper stricte, basée uniquement sur ce qu'il connaît déjà. Ce qui crée un paradoxe énorme. Pour nous protéger, il transforme cette zone de confort en prison. C'est comme un garde du corps surprotecteur. J'aime beaucoup cette image, ouais. Bah, imaginons qu'il nous enferme dans une chambre forte blindée pour éviter les accidents. On est à l'abri, le risque de mourir est à zéro. Mais on vit plus. On survit juste. C'est le mot. L'inconnu, c'est la phobie absolue de l'ego. Dès qu'on veut changer, comme perdre du poids ou lancer un projet, lui, il voit ça comme un danger mortel. Parce qu'il n'a pas de données sur ce qui se passe hors de la chambre forte. Voilà. Donc, il déclenche l'alarme. Et l'auto-sabotage commence. Pas par méchanceté, mais pour nous ramener de force dans la zone connue. Et il utilise la force brute pour ça, le fer, la lutte acharnée. Alors comment on convainc ce garde du corps de nous laisser sortir sans qu'il panique? Le texte parle de basculer du cerveau gauche au cerveau droit. Le cerveau gauche, c'est l'analytique, la peur de la finitude. Le cerveau droit, lui, c'est l'holistique, l'acceptation. Donc on passe du fer à l'être en fait. C'est exactement ça. On rassure l'ego en lâchant cette lutte physique épuisante. Bon, mettons qu'on a réussi, l'ego est calmé, logiquement on devrait pouvoir avancer, mais les sources disent que non, il y a un autre obstacle. Ouais, parce que même en sécurité dans son salon, on a des peurs irrationnelles ou des schémas d'échecs qui reviennent en boucle. Et ça vient d'où si c'est pas l'ego? Ça vient du 10e niveau. On quitte la 3D pour entrer dans la 4e dimension, le territoire de l'âme. Alors là, attends, j'ai eu un vrai choc en lisant ça. Dans la plupart des textes, l'âme, c'est la pureté absolue, l'étincelle divine parfaite. Ouais, c'est l'idée reçue classique. Mais Roy Martina dit l'inverse. L'âme, c'est pas l'étincelle centrale, c'est son enveloppe protectrice. Une enveloppe qui stocke tous nos traumatismes, c'est bien ça? C'est ça. Et comme elle est dans la 4e dimension, le temps linéaire n'existe pas. Le temps est figé. Le temps est figé, d'accord, mais quel est l'impact de ça sur notre vie de tous les jours? Bah, puisque le temps n'existe pas, l'âme garde de manière active et simultanée tous les conflits non résolus, même ceux d'autres lignes temporelles. Comme un disque dur qui efface jamais rien. Exactement, un disque dur holographique. Et sa mission, c'est de se guérir en résolvant ces dissonances. Sauf que sa méthode de guérison, on va pas se mentir, elle a l'air un peu masochiste. Ah oui, c'est sûr que vu de l'extérieur, c'est spécial. Bah oui,
Le texte explique qu'elle recrée la même situation toxique ou douloureuse encore et encore. Pourquoi s'infliger cette torture psychologique au lieu de juste passer à autre chose? En fait, le but, c'est pas la souffrance. Le but, c'est de créer une opportunité de choix. C'est-à-dire? Tant qu'une mémoire a une charge émotionnelle bloquée, l'âme remet la scène en place. Elle veut voir si cette fois, on va réagir avec la peur de l'ego ou si on va faire un choix différent plus conscient. C'est ce qu'on appelle le bagage karmique, la répétition? Mais si on tourne en boucle comme un disque rayé, faire un vrai saut de réalité, c'est impossible. Totalement impossible sans désamorcer la boucle. Et c'est là qu'intervient une technique assez fascinante, liée à l'enfant intérieur de 3 ans. Oui, c'est le moment d'en parler. L'auteur propose un dialogue avec notre propre version de nous à 3 ans. Mais pourquoi cet âge précis? Parce qu'à 3 ans, l'enfant est un potentiel pur. Les filtres de la société, la carapace de l'ego, c'est pas encore formé. Donc il est plus connecté à autre chose. Ouais, à la 5e dimension, l'espace des possibilités illimitées. Et utiliser l'imagination pour lui parler, c'est pas de la fuite, c'est un recalibrage de fréquence. En modifiant comment cet enfant ressent un souvenir, on change la fréquence vibratoire du présent. C'est la beauté du truc. Comme l'âme est pauvre du temps, changer l'émotion du passé répare instantanément le présent. La boucle s'arrête. La mécanique est dingue. Donc on a apaisé l'ego, on a libéré l'âme de ses disques rayés, le moteur est propre. Le chemin est dégagé, ouais. Mais vers où on va? Parce que c'est bien beau d'avoir un moteur qui marche, mais il faut une destination. Et là, c'est le 3e niveau qui entre en jeu, le cœur. Le cœur, c'est la boussole. C'est lui qui donne les vraies coordonnées de destination pour le saut quantique. Le problème, c'est que ce pont est souvent impraticable, non? Avec la vie, on a construit des murs immenses autour du cœur pour se protéger des rejets. Des murs qui nous isolent des autres, certes, mais qui surtout nous anesthésient. On n'arrive plus à ressentir l'abondance, la joie. Et on est coupé de nos vrais désirs. Mais que se passe-t-il si on tente un saut quantique sans écouter ce cœur muré? C'est l'ego qui prend le clavier du GPS. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que l'ego, il veut juste prouver sa valeur ou se sécuriser. Il va viser l'argent à l'extrême, le pouvoir, la validation sociale. Ce qui est fou, c'est que les textes disent que ça marche, hein. On peut réussir ce saut quantique guidé par l'ego. Oui, on peut y arriver, mais le coût énergétique est désastreux. L'ego utilise la force linéaire, l'effort continu, et ça épuise le système nerveux. C'est pour ça qu'on voit des gens qui réussissent tout sur le papier, mais qui finissent en burn-out ou en dépression totale. Exactement. Ils arrivent à destination, mais la maison est en feu. Ils ont le succès, mais zéro joie. Parce que l'intention de départ vibrait sur la peur du manque, pas sur l'abondance. Donc, démonter les murs du cœur, c'est non négociable. C'est vital. Il faut que la destination soit la paix et la joie, pas la sécurité paranoïaque. D'accord. Donc, survie pacifiée, passé nettoyé, GPS calé sur la joie. Mais il manque un truc essentiel, le carburant. Ah, la force motrice. Sans ça, on retombe dans l'effort physique. Et c'est là qu'on arrive au 4e et dernier niveau, l'essence divine, le fameux spirit. Le noyau central de la conscience. Et il faut préciser que ce n'est pas un concept religieux ici, c'est purement vibratoire. Oui, contrairement à l'âme qui doit bosser pour se guérir, l'essence divine, elle est intacte. Elle n'a rien à apprendre, elle est pure connaissance. Et elle est totalement hors du temps. C'est notre énergie vitale primordiale, la source de la matérialisation. Et la clé de ce saut quantique, apparemment, c'est un transfert d'identité. Au lieu de se définir par notre ego ou nos traumatismes, on doit s'identifier à cette étincelle. C'est ça. Et quand on fait ça, on active la loi de la résonance. Et ça, faut qu'on l'explique bien. Oublions la lutte ou la force. Prenons l'analogie des diapasons en acoustique. Ouais, très bonne image. Si on frappe un diapason réglé sur, disons, 440 Hz, et qu'on le met à côté d'un autre diapason, identique, le deuxième va vibrer tout seul, par résonance sympathique, sans même le toucher. C'est bluffant, mais c'est exactement comme ça que fonctionne le champ quantique de la 5e dimension. L'essence divine, c'est ce premier diapason. Réglé sur une fréquence d'harmonie. Voilà. Et quand on déplace notre centre de gravité intérieur vers cette essence, on émet cette fréquence. Le champ quantique, comme un miroir, se réorganise tout seul pour s'accorder à nous. Donc ça veut dire que les circonstances, les rencontres, les opportunités s'alignent magnétiquement. On remplace la force brute par le vrai pouvoir vibratoire. C'est ça. Et ça, c'est une critique incroyable de notre société d'hyper-productivité, tu vois? Bah oui, parce qu'on nous martèle que pour changer, faut bosser jour et nuit, forcer le destin.
Alors que ce modèle dit l'inverse. Le lâcher-prise, c'est l'outil de matérialisation le plus puissant qui soit. Arrêter d'imposer sa volonté linéaire. C'est une grille de lecture tellement libératrice. Si quelqu'un écoute et se sent épuisé par ses propres projets, il peut scanner son tableau de bord interne. Ouais, c'est très pragmatique en fait. Si le système nerveux panique pour un email, c'est l'ego qui conduit. Si on revit la même rupture toxique, c'est l'âme qui demande de l'aide via l'enfant intérieur. Et si un objectif nous angoisse plus qu'il nous réjouit, c'est le cœur qui est muré. Le but, au final, c'est de passer de la résistance à l'alignement vibratoire fluide. C'est pas une question de muscle, c'est une question de fréquence. Une signature vibratoire cohérente. C'est magnifique, dit comme ça. Mais un point de ce texte qui me trotte dans la tête. Cette histoire d'enfant de 3 ans comme technologie spirituelle avancée, capable d'accéder à la 5D. Ouais, ça bouscule pas mal de certitudes. Ça amène une question assez vertigineuse pour clore notre discussion. Si l'émerveillement et l'imagination de nos 3 ans détiennent vraiment les clés du champ quantique. Quoi d'autre on a rejeté? C'est ça. Quels autres comportements de notre petite enfance, que le monde adulte nous a forcés à étouffer sous prétexte d'être matures ou productifs, pourraient en fait être nos technologies de création les plus puissantes? Ça remet complètement en question notre définition de la maturité et du pouvoir, clairement. Et c'est sur cette réflexion qu'on va se quitter. Il ne nous reste plus qu'à observer, sans jugement, quelle part de nous tient le volant la prochaine fois qu'on fait face à un défi. À très bientôt pour une nouvelle plongée en profondeur.